Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, chers tous. Nous sommes si heureux de vous retrouver ce soir et nous vous souhaitons la bienvenue. Sur cette plateforme, nous allons échanger sur un thème scientifique, un thème qui sera utile pour tout un chacun dans ses recherches d'aujourd'hui ou même les recherches à venir, parce que nous parlerons d'un thème très important. Nous comptons aussi sur vos interventions, sur votre savoir, question de pouvoir rendre ce moment très utile, très profitable pour tout un chacun de nous. Donc, Monsieur Albert, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Euh, nous commençons. J'espère que on me suit là. Oui, on Ah, vous suit, cher m- Albert. merci beaucoup. Alors, donc voilà, ce soir, on va partager sur un thème très important. Et notre thème est l'analyse des données. On va décortiquer ces thèmes par ces plans. On va commencer par expliquer c'est quoi les données. On a vu qu'elles sont dans tous les domaines et nous devons savoir comment les analyser. Parce que le fait de ne pas connaître comment analyser les données peut amener une entreprise à la faillite. Le deuxième point, on va montrer le lien entre l'intelligence artificielle et la science des données. Le troisième point, on va présenter les techniques d'analyse avec Pandas, parce que c'est avec Pandas qui sera notre outil qu'on va utiliser pour l'analyse des données en Python. Et le dernier point, on va choisir un sujet, un cas pratique qu'on va expliquer étape par étape comment faire l'analyse des données en Python. Voilà, les données sont omniprésentes dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines des transports, dans les domaines géographiques, culturels, industriels, scientifiques, web, météorologiques, écologiques, nous avons les données. Et le fait de cette omniprésence, beaucoup de personnes pensent que les données peuvent changer le monde. N'oubliez pas la situation de la COVID-19, comment elle a bouleversé le monde entier. Chaque pays était alerté avant d'accepter les passagers qui proviennent d'autres pays. Il passait par le prélèvement des informations de ces passagers afin de les enregistrer pour ensuite analyser. Et ces informations enregistrées, c'est ce qu'on appelle données. Parce que nous définissons données comme étant des informations qui sont enregistrées dans la machine pour être utilisées par des programmes informatiques. Voilà. Alors, en analyse des données, comme déjà on va le faire tout à l'heure ici, on distingue principalement des modèles de données ou bien des variables. Nous avons les données qui sont quantitatives et celles qui sont qualitatives. Là, il faut faire la différence parce que nous avons dit que dans toutes les sciences, on a les données. Alors, il faut les distinguer en fait. Nous avons des modèles. Nous avons les données qui sont quantitatives. En établissant la différence entre les variables quantitatives et qualitatives, les variables quantitatives sont des variables qui sont mesurables. Par contre, les variables qualitatives sont des variables qui sont non mesurables. Prenons l'exemple si nous récoltons des informations sur les poids de patients. La variable poids représente une variable quantitative parce qu'on peut la mesurer et on a des valeurs. Par contre, si on récolte des informations sur la couleur des cheveux, noir, jaune, c'est une variable qui est qualitative parce qu'on ne peut pas mesurer la couleur des cheveux. Et autre chose, nous devons savoir que les données sont récoltées sur différentes unités. On peut avoir des données test, on peut avoir des données de type image, on peut avoir des données de type vidéo, donc, etc. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas des données sans faire allusion à l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est dominé par l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est juste toute technologie informatique qui permet de résoudre des problèmes complexes qu'aurait écrit réservé à l'intelligence humaine. Donc, tout problème complexe
qu'on croyait que l'homme pouvait lui seul faire cela. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut le faire. Dans les termes les plus simples, l'intelligence artificielle, c'est juste la simulation de l'intelligence humaine à la machine. Voilà. Mais ce domaine ici, c'est un domaine très important aujourd'hui qui a dans son sein plusieurs domaines, plusieurs disciplines. Mais ce soir, on ne va pas étaler toutes ces disciplines en question. On va prendre juste deux ou trois qui sont là ici pour vous présenter. En l'occurrence, nous avons un domaine très puissant de l'IA que nous appelons machine learning. Machine learning, c'est un domaine de l'IA. C'est-à-dire, en d'autres termes, si vous faites le machine learning, vous faites aussi l'intelligence artificielle. Parce que le machine learning, c'est un domaine de l'IA. Et aussi, machine learning a un sous-domaine que nous appelons deep learning. Avec le machine learning, nous avons deux principaux types qui sont l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Avec l'apprentissage supervisé, nous travaillons avec des informations ou des données qui sont classées et là-bas, nous faisons des applications de prédiction. Par exemple, on peut faire une application qui prédit si un patient peut développer une maladie quelconque. Et de l'autre côté, de l'apprentissage non supervisé, là-bas, on a deux parties. Nous avons la segmentation et le méthode factorielle. Et donc, après, nous avons le sous-domaine de machine learning qui est le deep learning. Avec le deep learning, nous avons aussi là-bas le réseau de neurones récurrent et les réseaux de neurones à convolution. Avec les réseaux de neurones récurrents, on fait des applications avec les données de type série temporelle. Et avec le réseau de neurones à convolution, là-bas, on peut faire des applications de reconnaissance des formes. Et vous remarquerez après que nous avons un autre domaine qui est data science, qui est un domaine lié à l'intelligence artificielle, un domaine lié. Et c'est d'abord même la première étape qu'on doit commencer avant d'appliquer l'intelligence artificielle. Donc, avant d'appliquer l'IA, on est censé commencer par faire la data science. Parce qu'on doit comprendre les données, on doit les analyser, on doit nettoyer les données, les rendre saines, afin que nous puissions appliquer ensuite l'intelligence artificielle. On doit appliquer les statistiques sur les données, comprendre très bien les données. Alors aujourd'hui, on va montrer certains cas pratiques d'analyse des données, mais on va utiliser comme langage de programmation Python. Aujourd'hui, Python, c'est un langage qui est plus populaire et plus recherché dans le monde du travail. Et déjà, nous avons de grands systèmes qui ont fait ces statistiques, entre autres Stack Overflow. On a aussi un autre éditeur qui est en ligne, que nous appelons Google Colab. Il suffit seulement de partir dans Google et puis taper aussi Google Colab. C'est un éditeur Python. Là, on peut programmer en langage Python, mais en ligne. Voilà. Maintenant, tout ce que j'ai parlé avant là, analyse des données, savoir par exemple segmenter les données, savoir faire parler les informations, les données, tout ça, on va utiliser l'outil le plus puissant en Python qu'on appelle ici Pandas. Pandas sera notre outil de ce soir qu'on va utiliser en Python en pratique qui va nous permettre de faire l'analyse des données. Et j'ai donné un petit commentaire ici en disant que c'est un outil très important, surtout quand on désire travailler avec les données. Et ici, je vous affirme ceci parce que Pandas, on peut faire ce qu'on peut imaginer sur les données. On peut charger les données dans Python, on peut manipuler les données, on peut les nettoyer et on peut aussi les analyser. On peut aussi faire des fusions des données. Donc, on peut faire tout ceci grâce à une structure très basique à comprendre qu'on appelle data frame. Ce n'est pas datagram, mais c'est data frame. Donc, on a compris que l'outil d'analyse des données qu'on va utiliser en Python, c'est Pandas. Et nous avons ces différentes fonctions qu'on va utiliser, entre autres add,
On y est. Ici, je vous montre un cas pratique, un sujet que j'ai choisi pour partager ensemble ce soir, l'analyse de la performance des clients d'une entreprise de télécommunications. Ça peut être Airtel, Africell ou Vodacom. Avec cet exemple, je vais vous montrer étape par étape comment analyser la performance des clients par rapport à leur recharge des crédits de la journée, de la soirée et de la nuit à travers l'outil puissant de l'analyse des données Pandas en Python. Alors, sans plus tarder, je vous montre des informations recueillies sur les clients. Voici les différentes informations qu'on a récoltées. C'est à titre de simulation qu'on a juste pris ces données ici pour juste appuyer notre sujet, pour juste vous montrer comment faire l'analyse. On a pris les informations sur les sexes des clients, c'est une variable. On a pris l'âge aussi, les infos sur l'âge. On a pris les informations sur la recharge des crédits du jour des clients. On a pris aussi les informations sur la recharge du soir des clients. Donc, ceux qui chargent la journée, ceux qui chargent, ceux qui les rechargent la soirée et aussi ceux qui les rechargent la nuit. Par rapport à ces variables, nous avons la dernière qui est la décision. Et la décision ici, on saura par rapport à la recharge des crédits de la journée, par rapport à la recharge des crédits de la soirée, par rapport à la recharge de la nuit, on peut savoir si le client est performant ou moins performant. Voilà, ce sont les informations que nous avons récoltées. Et je pense que je vais vous montrer les informations sous forme de tableaux Excel. Voilà. On est là, je pense que vous voyez ça. Je pense, les gens qui sont sur Tencent, est-ce ils voient ces tableaux en question? Je partage ici sur Tencent. Voilà, donc ces informations sont là. Nous avons d'abord le ID client, c'est-à-dire l'identifiant des clients, les clients numéro un, les clients numéro 2, jusqu'à la fin. Nous avons leur sexe, nous avons leur âge, nous avons leur recharge des crédits de la journée, nous avons leur recharge des crédits de la soirée et aussi de la nuit. Et ça, c'est la classe, notre target. Un, c'est pour signifier que ces clients ici est performant. Et zéro, c'est pour signifier que ces clients ici, par rapport à ces recharges ici, il n'est pas performant. Ouais. Donc déjà, chaque fois que vous voyez le 1 dans la colonne classe, ça montre que le client est performant et zéro, ça montre que le client n'est pas performant. Et la dernière colonne, c'est la colonne name. Donc, vous voyez, il y a les noms de clients qui font les recharges journaliers. J'ai pris ces données à titre illustratif. C'est juste pour montrer comment on peut faire l'analyse de ces données ici. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens dans... Je vais lancer le Python. Pour ceux qui ont des machines, ils peuvent lancer avec moi aussi. Voilà, je viens sur Google.
Je partage ici sur Tencent. Pour ceux qui sont sur Tencent, je pense, vous venez sur Google, on tape ici Google Colab, Google Colab, je pense qu'on est là. Une fois tapé ça, je vais juste utiliser l'éditeur de Python Colab qui est en ligne pour, puis je clique là. Voilà, on dit ici, je vais ouvrir le nouveau éditeur, Notebook. Voilà, une fois que le Google Colab est lancé, je vais être très, très explicite. Je vais expliquer étape par étape comment analyser les données de notre fichier Excel où on a les informations sur le recharge de clients pour analyser leurs performances par rapport à ces recharges. Alors, je vais expliciter avec des commentaires tout ce que je vais mettre comme code. Je vais commencer par importer notre bibliothèque d'analyse des données que nous avions expliqué, Pandas. Alors, une fois, on va importer ça avec la commande ici, import Pandas. On va appeler ça PD. Et puis, on va importer la deuxième bibliothèque qu'on va appeler Matplotlib pour la visualisation de graphiques de nos données sur le graphique. On va écrire import. On va appeler ça PLT. Et je pense avec ces deux bibliothèques ici, ça va nous suffire pour faire l'analyse de nos données. Alors, une fois fini, on va importer notre fichier Excel qui est déjà dans qui est dans mes documents de ma machine, déjà créé, simulé les données pour vous montrer comment arriver à faire l'analyse. Alors, pour l'importer, je vais venir ici dans ces dossiers, je clique sur Sample Data, importer. Les fichiers se trouvent dans mes documents, dans les dossiers formation analyse. J'ai nommé ça dataset performance Vodacom. Alors, l'étape suivante, c'est juste, d'abord, je vais copier le chemin d'accès. Je clique sur le fichier ici. Je copie le chemin d'accès. Une fois copié, je veux que j'affiche, je vais charger le dataset ici. Pour charger ça, je mets un commentaire, charger dataset. Pour charger ça, je vais appeler notre bibliothèque pandas. Point. Je vais lire ces fichiers. C'est un fichier Excel. Voilà, j'ai choisi Read Excel. Et je vais coller le chemin d'accès. Et je veux que ces fichiers soient stockés dans cette variable de F. Alors, la première des choses, la première fonction qu'on va voir ici, c'est la fonction qui nous permet de voir la dimension de nos données. Et c'est la fonction ici, je mets le nom de notre dataset.
Mais point chef. Voilà, cette fonction nous permet de voir la dimension. Nous avons 100 clients euh, avec 8 variables qui décrivent ces 100 clients qui sont là. Donc, on a 100 clients et 8 variables. Et ces 8 variables décrivent ces 100 clients. Alors, donc c'est la fonction shape qui nous a permis de voir la dimension de nos données. Après, maintenant, on va nous servir de la deuxième fonction ici pour voir l'entête, donc affichage de l'entête des données. Alors, pour voir l'entête de première variable de notre dataset, on met df.add. Vous voyez, nous avons ces data frames. C'est ça ce qu'on appelle data frame. Cette structure ici qui vient avec nos colonnes et des lignes. C'est pareil avec le fichier Excel, la feuille Excel. Nous avons des colonnes et des lignes. Et ici, nous rappelons que les colonnes sont repérées par l'axe 1 et des lignes sont repérées par l'axe 0. Alors, une fois visualisé le première valeur, l'entête et nos données, on va essayer de voir dans les données, dans les colonnes qui sont ici, est-ce qu'il y a une colonne qui est moins importante, ou soit il y a des colonnes qui sont moins importantes. Si vous les retrouvez, ou bien vous la retrouvez, la colonne en question, vous la supprimez. Par exemple, pour moi, je vais supprimer la colonne name parce que pour moi, c'est pas important. J'ai déjà les ID, et je vais supprimer les names parce que déjà à partir des ID, je peux avoir les names du client. Alors, je vais, pour supprimer, je vais delete un commentaire, delete colonne. Alors, la fonction qui nous permet de faire, c'est de mettre ici notre dataset point égal point drop. C'est la fonction drop qui nous permet de supprimer. Je vais spécifier la colonne que je vais supprimer. C'est la colonne name. Je copie exactement comme ça est là. Et je vais exécuter. Une erreur, pourquoi? Parce que je n'ai pas précisé l'axe. Voilà. Alors, j'ai dit que les colonnes sont repérées par les axes, par l'axe 1 et les lignes sont repérées par l'axe 0. D'où il faut que je précise l'axe. Je mets ici axe 0 et 1 plutôt parce que ce sont des lignes. C'est une ligne, donc déjà, ça marchait. Alors, pour voir que ce que je fais, ça marchait, je peux mettre ici df. Point. Je vais mettre chef. N'oubliez pas que la première dimension, c'était, on avait huit variables. Comme on a supprimé name, c'est que ça va rester 7. Voilà, exactement, on a 7. On peut aussi voir l'entête. Voilà, la colonne name n'est plus, c'est parti. Alors, juste après ça, on va voir une autre fonction très importante, la fonction describe. Ça nous permet de décrire les statistiques pour chaque colonne de nos données. Donc, statistiques de chaque colonne de nos données. Alors, pour afficher cette statistique, c'est la fonction describe. Vous allez voir la puissance de cette fonction, comment ça va nous permettre d'interpréter très bien le résultat. Voilà ce que nous avons. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a ces paramètres de tendance centrale en statistique descriptive. Ces paramètres de tendance centrale, la moyenne, la médiane, les modes, ces paramètres permettent de résumer l'information d'une série statistique. Comme par exemple ici, on voit que l'âge moyen de nos clients, c'est 23. La recharge moyenne de la journée, c'est 83. La recharge moyenne de la soirée, c'est 130. La recharge moyenne de la nuit, c'est 297.
et la performance des clients est de 48%. Ouais, donc ici, c'est une mauvaise nouvelle pour l'entreprise parce que la performance de leurs clients est faible. Là, maintenant, avec cette information, ça va aider le décideur de voir comment changer leur stratégie parce que la performance de recharge de leurs clients est tellement faible, 48%. Alors, j'ai parlé de 48% parce que vous allez voir que la colonne classe, il n'y a que des 1, 0. Si on fait la moyenne, c'est une proportion. Alors, donc ici, on peut voir aussi que on a dit que l'âge moyen de nos clients, c'est 23, l'âge minimal, c'est 14 et l'âge maximal, c'est 50. Donc déjà, cette fonction qui est une fonction puissante qui nous permet de pouvoir interpréter, analyser notre dataset avec des paramètres des tendances centrales et aussi savoir le minimum et le maximum. Alors, une fois fini avec cette fonction ici, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a aussi une autre chose que je vais vous montrer. Vous allez voir que dans la colonne ID client, nous avons 100 clients, mais par contre, dans la colonne âge, on en a 96. C'est qu'il y a au niveau de la colonne âge, il y a des données qui manquent. Et on est en face des données manquantes dans notre dataset, il n'y a pas moyen qu'on puisse faire l'analyse des données. Alors, face à cette situation, on a deux cas. Soit on va éliminer les données manquantes, ou soit on va les remplacer par la valeur moyenne dans ces cas ici. Or, si on remplace ces valeurs manquantes, par la moyenne, peut-être que ces gens-là n'avaient pas cette moyenne. Peut-être ils avaient plus que ça ou bien moins que ça. Vous voyez maintenant que nous, on va corrompre notre dataset, ce qui pourra peut-être entraîner aux résultats ou aux résultats qui ne seront pas corrects. Le mieux à faire ici, ce que je peux conseiller, c'est juste d'éliminer les données manquantes. Parce que vous voyez que non, les données qui manquent ne sont pas nombreuses, c'est juste quatre âges qui manquent ici, d'où il faut juste supprimer ces colonnes parce que bien qu'on va perdre les informations, mais c'est un peu pas, ça n'affecte pas trop. Alors, pour éliminer les données ou les valeurs manquantes, je mets ici un commentaire, delete données manquantes. On utilise cette fonction ici de f égale f.drop na et nous précisons l'axe. Comme ce sont des valeurs, des lignes, on précise que c'est l'axe 0. C'est-à-dire qu'on va supprimer toutes les valeurs manquantes. Toutes ces lignes-là seront supprimées. Une fois qu'on exécute, on va essayer de refaire la statistique pour voir si exactement ça supprimé. Là, je pense qu'on reste pour toutes les colonnes avec 96, 96. Voilà, c'est ce qui est fait. On a 96 clients, on a 96 âges, on a enlevé les données manquantes parce que on ne pouvait pas continuer avec une analyse pendant qu'il y avait des données qui manquent. Alors, ça, c'était la première méthode, c'est-à-dire supprimer, éliminer les valeurs manquantes. On pouvait aussi les remplacer par la moyenne, si vous voulez bien. Là, c'est avec cette fonction, donc df. Là, on allait utiliser fill-in. Et là, on va préciser la colonne. Par exemple, c'est la colonne âge. Il faut préciser les datasets, bien sûr. C'est df. Et la colonne C, la colonne âge. Voilà. Et là, on met min parce que c'est la moyenne. On prend la moyenne de l'âge. Et automatiquement, ça va remplacer par les valeurs manquantes de la colonne ici, âge, par la moyenne. C'est ça. Alors,
Après ça, on va voir une autre fonction très importante. Cette fois-ci, c'est pour le comptage de données. Des données. Alors, comment faire cela? On va faire le comptage des données. La fonction en question, c'est, on va par exemple compter les données qui sont dans la variable sexe en mettant value count. Voilà, qu'est-ce que nous remarquons ici? On voit que euh, qu'est-ce que nous remarquons? On voit que nous avons ici, pour les femmes, on a 57 femmes et nous avons 39 hommes. Donc, c'est avec la commande valicant qui permet de compter les valeurs qui sont dans cette variable ici. Pour les femmes, on a 57. Pour les hommes, nous avons 39. Si on a des milliers de données, donc cette fonction va nous permettre de savoir les nombres exacts de qui sont dans notre variable. Par exemple, on peut aussi savoir le nombre qui sont les valeurs qui sont dans notre variable classe. Et qu'est-ce qu'on remarque? On voit que pour les clients qui sont moins performants, ils sont nombre de 50. Pour les clients qui sont performants, ils sont nombre de 46. Donc, ceux qui sont moins performants sont nombreux que ceux qui sont moins performants sont nombreux, donc ils sont à 50, et ceux qui sont performants, ils sont moins nombreux. Alors, on peut aussi afficher ça graphiquement en mettant plot, point barre, je mets plot avec plot, point barre, je pense, plot, point barre. Alors, on va afficher ça graphiquement. Voilà, donc on va voir ici que graphiquement, c'est ça, ça montre cela, ça prouve que les clients moins performants sont nombreux que les clients qui sont performants. Alors, sans plus tarder, on va voir aussi notre fonction très puissante qui est le groupage. Donc, grouper les données. Comment grouper nos données? Alors, pour grouper nos données, je vais prendre notre dataset.group by. Je vais grouper les données par rapport à la variable sexe. Et je me sers d'un paramètre statistique, par exemple la moyenne. Et qu'est-ce qu'on remarque? On voit que pour les femmes, leur âge moyen est de 23. Leur recharge moyenne de la journée, c'est 91. Leur recharge moyenne de la soirée, c'est 132. Leur recharge moyenne de la nuit, c'est 354. Et puis, ils sont performants à 50%. Donc, les femmes sont performantes. Elles sont performantes. Les femmes sont performantes, comme je disais, à 50%. Alors, pour les hommes, leur âge moyen est de 23. Leur recharge de la journée, c'est 64. Leur recharge moyenne de la soirée, c'est 131. Leur recharge moyenne de la nuit, c'est 285. Et ils sont performants à 43%. Donc, ici, on peut conclure que les femmes sont performantes que les hommes. On peut aussi associer deux variables en mettant ici classe. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit que les femmes qui sont moins performantes, leur âge moyen est de 21, leur recharge moyenne de la journée, c'est 15, leur recharge moyenne de la soirée, c'est 17, leur recharge moyenne de la nuit, c'est 56. Pour les femmes qui sont performantes, leur âge moyen est de 24, leur recharge moyenne de la journée, c'est 165. Les recharges moyennes de la soirée, c'est 243 et les recharges moyennes de la nuit, c'est 544. Pour les hommes qui sont moins performants, leur âge moyen est de 22,
L'heure et charge de la journée, c'est 13, de la soirée, 18, de la nuit, c'est 67. Pour les hommes performants, l'heure et charge, d'abord l'heure moyenne de la journée, c'est 27. L'heure recharge de la journée, c'est 131. L'heure recharge de la soirée est 278 et de la nuit, c'est 568. Donc, on voit que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus performantes. Alors, nous nous arrêtons par là parce que le temps qu'on nous avait accordé est largement et un peu dépassé. Avec ces commandes, ça vous a aidé de votre côté. Essayez de pouvoir aussi le faire. Pour ce soir, je vous remercie. Merci beaucoup, Président Albert, pour toutes ces bonnes choses que vous nous avez apprises ce soir. Nous avons senti que vous étiez vraiment dans votre domaine, nous avons senti la maîtrise, le savoir. En tout cas, nous vous disons merci. Nous rappelons que cette session de formation est organisée par la CCFC nationale dans le cadre du renforcement des capacités et nous saluons vraiment cette belle initiative. C'est vraiment très important. Comme venait de le souligner l'orateur ce soir, Python est un langage de programmation qui est devenu le plus populaire au monde et il est utilisé dans plusieurs choses. Donc, apprendre Python est vraiment un atout. Donc, à compétence égale, connaître l'emploi de Python est vraiment une plus-value. Et vraiment, nous vous en remercions parce que chacun a tiré sa part ce soir. Nous avons été nourris scientifiquement et nous sommes vraiment très reconnaissants. Donc, avant de passer à l'étape des questions et réponses, je vais devoir remercier l'attention soutenue de tout un chacun et rappeler que c'est du choc des idées que j'ai eu la lumière, comme disait Nicolas Boileau autrefois. Donc, nous avons besoin de votre savoir aussi, de votre contribution à cet échange de ce soir, parce que nul n'a le monopole du savoir et que chacun, pour certains, peut-être que c'est la première fois d'apprendre Python et d'autres ont déjà eu à l'utiliser. Donc, nous avons besoin que chacun mette son apport ce soir pour que nous puissions davantage tirer quelque chose qui sera utile dans nos recherches à l'avenir, dans nos entreprises, parce que comme je l'ai souligné, Python est utilisé dans des tâches quotidiennes pour beaucoup de choses, dans les prédictions, dans tous les domaines, sans distinction. Alors, nous allons procéder comme suit. Euh, Si vous avez une question, vous pouvez lever la main ou soit vous la mettez par écrit. Je vais devoir la lire à votre place ou ceux qui veulent poser des questions de vive voix sont également les bienvenus et l'orateur tâchera d'illuminer nos ondes d'ombre ce soir. Vous êtes les bienvenus à cet échange, à cette seconde partie qui est celle des questions et réponses. Oui, Monsieur Roger Kaki, vous avez une question. Je ne sais pas si vous voulez la mettre par écrit ou la poser de vive voix. Ah, ok, je voulais bien, merci madame pour la parole. Je voulais bien la poser à vive voix à notre cher Albert. Et je peux? Oui, allez-y. Ok, merci cher Albert pour votre exposé. Effectivement, je dirais c'est une valeur ajoutée pour nous. Mais je voulais plus aborder la question euh, médicale. Donc, vous avez dit avec ce que nous avons vu aujourd'hui, est-il possible de dire avec exactitude que telle personne peut souffrir de telles pathologies, de telles maladies? Et pourtant, nous savons bien qu'en médecine, les diagnostics souvent, je dirais, qui sont réellement confirmés,
des certitudes font partie, donc on a la partie clinique et la partie paraclinique, effectivement, qui sont dites à tout ce qui est comme examen des laboratoires et autres. Et sur base de ça, on sait dire quand même avec exactitude. Mais en même temps aussi, la même médecine nous dit ni jamais ni toujours, qui veut dire que effectivement, ce que nous pouvons voir chez Albert pour telle situation n'est pas la même pour, par exemple, Roger ou pour quelqu'un d'autre. Alors, là où vous dites que c'est possible de dire avec exactitude que la personne a, par exemple, le diabète, ceci est dit à tout ce qui est comme examen paraclinique, ayant le résultat avec nous et le programme peut bien donner avec exactitude les probabilités, je dirais, les probabilités que la personne fasse réellement cette maladie en termes de pourcentage ou comment. Je voulais quand même avoir une lumière sur ça. Merci. Ah, ok, merci. On reçoit les questions ou bien on répond du coup là, Madame la modératrice. Oui, je disais, je pense que nous allons aller par série de 3 questions. Ok, d'accord, d'accord. Ça vous va? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, nous allons prendre 3 questions. Si vous avez des questions, manifestez-vous. Comme ça, nous allons prendre 2 questions restantes et l'orateur répondra. Ben, s'il n'y en a pas, vous avez la parole pour la réponse. Non, s'il vous plaît, Oui, on a levé la main. On a levé Ah, la vous main. avez... Ah, ok. Oui, oui, docteur D'accord. Yann, excusez-moi. Excusez-moi, j'étais dans la discussion, donc je n'avais pas vu d'écrit. C'est une Ouais, inattention de ma part. Vous avez la parole. merci, Madame la modératrice, parce que j'attendais que vous m'accordiez officiellement la parole. Premièrement, je tiens à féliciter cher Albert pour sa brillante présentation. Je vous dis bravo et courage et à continuer encore. Si on peut revenir dans ce que vous avez présenté, j'avais la même préoccupation que docteur Rouget, mais je vais revenir au plus tard quand vous aurez à fournir vos informations comme réponse. Mais la question que j'ajoute, je pense que ces langages, c'est un langage de programmation et vous devriez nous expliquer euh, tous ces appels de commandes probablement entrés à la programmation. Ça, c'est un. Deux, je pense que cette analyse que vous veniez de faire, on peut le faire aussi avec Excel plus facilement et de le faire avec Python, alors que je voudrais savoir les avantages que vous trouvez de faire ces analyses seulement avec Python, alors qu'avec Excel, je peux faire tout ça en quelques minutes et plus simplement. Mais il y a aussi d'autres outils qui permettent de faire les mêmes analyses comme RStudio et les autres. Comme vous avez abordé le Python, vous pouvez nous dire la différence ou l'importance de Python par rapport aux autres logiciels. Merci. Merci beaucoup, docteur Yann, pour votre question. Alors, nous sommes en face d'un expert ce soir, donc sentez-vous libre, je disais, de poser toutes vos questions, toutes les zones d'ombre que vous avez sur Python et croyez-moi, vous serez satisfait de la réponse. Donc, on vient de me signaler que nous avons une question sur Tencent. Alors, je ne sais pas si on peut nous la faire parvenir. Comme ça sera notre dernière question avant que l'orateur de réponde. 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 Sur Tencent, est-ce qu'on peut nous envoyer la question?
Ok. La question vient de Monsieur Joël. Il dit, où pouvons-nous télécharger le dataset que vous utilisez? Voilà, donc je rappelle que nous sommes en train de procéder par une série de 3 questions et nous venons de prendre la première série de 3 questions. Nous remettons la parole à l'orateur avant de passer à la deuxième série des questions. Et merci beaucoup, madame, pour la parole. Et je commence par la première question. Je pense que c'est le docteur qui avait posé la question de savoir avec de nos précisions, c'est basé sur une probabilité basée sur quoi? Euh, je dirais premièrement d'abord que pour les modèles de machine learning, ils vont commencer par apprendre à partir des données et ensuite, on va les tester pour évaluer la précision des prédictions de résultats. Et cette précision, c'est une probabilité qui peut être peut-être de 95%, par exemple. Ça dit que non, la chance que le modèle puisse avoir raison est de 95%. C'est-à-dire on a un seuil d'erreur qui est associé là-bas de 5%. Donc, c'est une probabilité, docteur. Je suis un... S'il vous plaît, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut, on peut laisser à l'orateur de chuter, question de répondre à d'autres questions et laisser aux autres aussi le temps de poser leurs questions. Docteur, en tout En cas, tout cas, merci nous pour excusons. Nous savons votre que le sujet il est très vaste, mais nous aurons toujours l'orateur dans les coulisses pour, voilà, et intéressant. Nous aurons toujours l'orateur dans les coulisses pour plus d'approfondissement, pour plus d'échanges. Donc, en ce moment, vraiment, nous excusons. Le temps, il est vraiment imparti. Et nous allons devoir être un peu plus bref. Nous en excusons. Ouais. Pour la question de Dr. Yam qui disait pourquoi on utilise Python par rapport à Excel. Voilà. Déjà, à la base, Excel, c'est il fait des calculs. Donc, il est là pour le calcul. Bien sûr qu'il fait aussi la statistique. Voilà, la partie que j'ai à faire avant ici, c'est ouais, que c'est exactement la statistique. Describe, tout ce que j'ai utilisé ici, la statistique. Et je vous ai même rappelé que ça, c'est la première partie avant de vous servir de l'intelligence artificielle, du machine learning ou bien du learning. Donc, et une main levée de Monsieur Grace Mopoi, à qui je vais accorder la parole. Merci. Après, ça sera au tour de Monsieur Eddy Changa. Merci beaucoup. Question, pas vraiment une question, je peux dire. C'est pas vraiment une question. Juste renchérir encore par rapport à la question de Dr. Yann, par rapport à Excel et puis Python. Allez voir, l'orateur nous a dit Python est normal utilisé beaucoup J'avais plus. ajouté encore RStudio, hein. Il a oublié RStudio, oui. Parce qu'on a, très souvent on utilise pour, dans le domaine de santé publique, RStudio, CSS et puis Info. Il y en a un peu beaucoup. Alors, pourquoi nous utilisons, on utilise Python? Parce que Python, lorsque tu utilises Python, Python est très léger. Tout ce que tu fais sur Python, c'est très, très léger. Et puis, il est gratuit. On n'a pas à aller à chercher. Quand tu prends RStudio, il y a des commandes où, lorsque tu dois exécuter ces commandes dans des grandes structures, tu ne vas pas utiliser les gratuits, il faut payer. C'est la même chose aussi avec Excel. Normalement, nous, au Congo, on craque d'abord Windows et puis on utilise Excel. Mais dans des structures, des grandes structures, on ne peut pas craquer. Il faut payer. Alors, payer, ça coûte. Donc, il y a la gratuité parce que c'est d'abord un open source. Python, c'est un open source. Les bibliothèques sont partout. Tu peux en avoir partout. Et le programme que tu utilises, il est portatif. Donc, il peut se déplacer à n'importe quel système d'exploitation. Tu peux utiliser dans Mac, tu peux utiliser dans Windows, tu peux utiliser dans n'importe. Ubuntu, Mandriva, tout ça. C'était la première. La deuxième des choses, c'est par rapport à la précision.
Certes, que lorsqu'on fait l'entraînement, on le fait par rapport aux données que nous avons. Alors, les données que nous avons viennent normalement dans ce que nous appelons les diagnostics. Alors, les diagnostics, quand on parle des diagnostics, c'est les patients devant le médecin et il y a ces jeux de questions-réponses. À partir de ces jeux de questions-réponses, que le médecin, automatiquement, en première vue, avant de confirmer ce que lui, là, il dit déjà comme maladie, il va attendre que les réponses des laboratoires puissent venir pour confirmer si réellement c'est la maladie, c'est de cette maladie-là il s'agit. C'est de la même manière que nous transposons cela dans le domaine du codage. Je peux prendre, on a la fièvre jaune. On sait dans la fièvre jaune, il faut avoir la fièvre, les yeux doivent jaunir, il y a tous ces paramètres qu'on peut utiliser, mais en étant dans le domaine de la statistique, ça sera maintenant des paramètres où on parle, soit ce sont des paramètres d'une manière quantitative ou des paramètres d'une manière qualitative. C'est à partir de manière quantitative que nous allons faire l'entraînement et grâce à cet entraînement, qu'on aura cette seuil-là, ces seuils-là qu'on parle de, soit on arrive à l'entraînement à 95%, 98%. Dès qu'on arrive à ces seuils-là, c'est là maintenant on va dire que non, réellement, notre modèle que nous avons en machine learning, ces modèles ici, nous donnent directement la possibilité que notre patient, quand on arrive à ces seuils ici, les modèles a la probabilité, la possibilité à 98% que les patients aient cette maladie. Il y a toujours l'erreur, il n'y a pas un modèle qui est 100%, à 100%. Il y a toujours d'erreur. Et la dernière, c'est par rapport, le docteur a dit par rapport au les temps réels. Les temps réels, quand on parle du temps réel, on peut l'utiliser avec l'interface. Au fur et à mesure que les patients sont en train de coder, derrière l'interface, il y a cette application, il y a ces codes que nous avons de machine learning. Au fur et à mesure qu'il remplit les formulaires, automatiquement, on peut avoir les réponses. C'est là on parle aussi du temps réel. C'est juste ça que je voulais un peu ajouter sur la brillante démonstration que Sa Majesté nous a donné et toutes les merveilleuses paroles que Dr. Yann, Dr. Roger, ils ont aussi ajoutées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Grasse, pour vos ajouts très pertinents. Nous signalons et rappelons que nous ne recevons pas seulement les questions, nous recevons aussi les ajouts. Comme je l'ai dit, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Nous apprenons tous les jours et nul n'a le monopole du savoir. Donc, donnez vos ajouts, vos apports à cet échange ou venez avec vos questions qui nous permettront encore une fois d'approfondir ce que nous avons déjà appris. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Eddy. Je vous prie d'être le plus bref possible parce que nous courons déjà derrière le temps. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère dont vous êtes. Nous, on est au Congo. Il est encore 15 heures, donc on peut se dire bonjour. Merci, madame, pour la licence de la parole que vous m'accordez. Je commencerai d'abord par remercier l'orateur de ce soir pour sa brillante exposé et toutes les informations des hautes factures qui nous a fait bénéficier. Bon, moi, c'est pas vraiment une question. Je m'irai rebondir une fois de plus comme celui qui était avant moi venait de le faire pour essayer un peu d'apporter quelques lumières quant à quelques notions ou concepts qui a pris vraiment un peu du temps entre l'interlocuteur et d'autres intervenants. Bon, je commencerai d'abord au niveau, renchérir simplement la différence, pourquoi utiliser Python, pourquoi pas Excel, pourquoi pas RStudio.
Déjà, Excel, comme l'orateur venait de le dire, que c'est juste une feuille de calcul qui nous permet de faire des tâches un peu simples, pas complexes du tout, parce que lorsque vous voulez faire des tâches complexes, vous serez obligé d'introduire des notions de programmation. Là, on parle de VBA. Donc, il y a une partie, il y a une programmation intégrée dans Excel qui pourra vous permettre de faire des tâches un peu plus complexes. RStudio, c'est vrai, c'est un langage aussi de programmation qui permet de faire des analyses des données comme Python, ainsi de suite. Mais, la différence ou le lien ou la différence qui existerait entre Python et RStudio se résume au niveau de la construction de modèles ou des API, des applications de programmes d'interface que Python peut faire dont RStudio ne peut pas faire. C'est-à-dire que RStudio ne se limite qu'au niveau des analyses des données, ainsi de suite. Mais avec Python, vous pouvez aller encore plus, c'est-à-dire pour pousser encore le bouchon plus loin, c'est-à-dire faire de la prédiction, comme l'orateur venait de dire, la classification, ainsi de suite. Revenir au niveau de temps réel. D'abord, les diagnostics, comment est-ce qu'on arrive à prédire, ainsi de suite. Avec Python, ce qui est intéressant est que, oui, l'entraînement va se faire sur les données qu'on recense, qu'on récolte auprès des corps médicaux, c'est-à-dire le médecin, ainsi de suite, les organismes internationaux qui traitent des épidémies, ainsi de suite. Mais ces données seront généralisées. C'est-à-dire que nous n'aurons plus besoin. Si, par exemple, on se rend compte que tel patient présente, par exemple, des signes du paludisme, au lieu de prendre le patient, commencer encore à les diagnostiquer, poser des questions, comment, qu'est-ce que tu avais pris, tu as mal où, ainsi de suite, on prend simplement les caractéristiques élémentaires du patient et on donne au modèle. Et le modèle, comme il s'est généralisé, il va se baser parce qu'il va apprendre suffisamment de données. On parle de millions de données. Parce que déjà avec l'intelligence artificielle, on utilise l'intelligence artificielle lorsqu'il s'agit d'apprendre aussi des données qui sont non structurées, des données à grande échelle. Là, on parle même de data mining, des données vraiment de grandes quantités. Or, avec, par exemple, Excel, il y a une limite des données que vous devez traiter. Lorsque c'est trop assez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez remarquer? La machine va commencer à planter, ça va commencer à vous demander de redémarrer, c'est un peu fastidieux et puis des fois, ça fatigue. Mais avec Python, avec votre modèle que vous avez construit, que vous avez entraîné, vous pouvez maintenant par la suite lui donner d'autres éléments et les modèles vont s'adapter. C'est là où on parle même d'apprentissage automatique. C'est-à-dire qu'il va s'adapter par rapport aux nouvelles données pour pouvoir prédire exactement. La prédiction ici dont il s'agit, parce que quand on prédit, prédiction, c'est dire en avance ce qui va arriver. Par exemple, l'exemple que l'intervenant avait pris, celui de la COVID-19, avec le traitement manuel ou les traitements email, il y avait d'autres gens qui mouraient sans pourtant même qu'on puisse les diagnostiquer. C'est-à-dire que lorsque nous sommes devant des données à grande échelle, lorsque nous sommes devant la population est grande, l'homme ne saura pas traiter rapidement. On va enregistrer des cas de décès, des cas de ceci, mais aussi comme étant un être humain, il pourra se fatiguer et lorsqu'il y a la fatigue, vous savez, vous êtes médecin, vous n'allez pas, vous n'allez pas me contredire, lorsqu'il y a la fatigue, des fois, d'une manière générale, on arrive à donner ou soit à commettre des erreurs. Mais comme lui, c'est déjà un modèle qu'on avait construit, il est performant, on lui donne seulement des caractéristiques et il apprend. Temps réel, pourquoi? Parce que ça ne prend pas du temps. Quand il dit temps réel, ce n'est pas temps réel dans le sens où, non. C'est-à-dire qu'en fonction des temps, les temps est un peu minimisé. On minimise un peu les temps, on maximise le profit ou soit l'exécution des traitements des tâches. Mais avec l'IMA, si vous avez 50 patients déjà, il vous dit, bon, je me limite d'abord à 5, je dois me reposer, et puis je veux revenir, ainsi de suite. Par contre, avec les modèles construits,
on peut lui donner au même moment les éléments ou soit les données recensées des 10 000 patients au même moment et il nous donne le résultat. Mais l'être humain, il ne saura pas traiter quand même 10 000 informations au même moment. Pardon. Voilà, là, on parle de temps réel. C'est-à-dire que déjà, il traite beaucoup d'informations à un temps record et il nous donne des précisions de prédiction. Il peut même aller au-delà, même de faire, il y a des modèles qui fait même qui diagnostique, mais aussi qui propose des solutions. Moi, par contre, qui vous parle, j'ai eu dans l'État développé un modèle qui permet de prédire les cancers de la peau de type mélanome. C'est-à-dire que déjà avec le modèle, il suffisait simplement de lui donner n'importe quelle photo du patient qui présentait les symptômes du cancer du type mélanome et le modèle arrivait à prédire, par exemple, tel patient il a les cancers du type mélanome. S'il n'a pas, les modèles arrivaient à donner des conseils de façon automatique. Qu'est-ce que le patient qui doit faire pour éviter, n'est-ce pas, le cancer de la peau du type mélanome. Voilà un peu de façon ramassée. Je sais que j'ai été large, de façon ramassée, ma petite contribution quant à la présentation de ce soir. Et une fois de plus, je tiens à remercier l'orateur pour, pour cette intervention de qualité. Merci, madame. Merci beaucoup, Monsieur Eddy, d'avoir apporté votre pierre ce soir, votre contribution. Nous vous en remercions. Alors, nous continuons avec cette série. S'il y a des questions sur Tencent, veuillez nous signaler. Et sur Zoom, veuillez soit lever la main ou soit mettre dans la discussion, question que nous puissions vous accorder la parole. Monsieur Eddy, je vois votre main toujours levée. Est-ce que vous avez... Pendant qu'il y a des gens que vous cherchez et que les gens se pointent pour poser des questions, moi, je suis content que je sens les gens ont de part et d'autre. Je remercie Excellence Grâce et assistant Eddy pour leur intervention très, très capitale. Vous voyez que non, ils ont touché encore les domaines des machine learning que je n'ai pas trop touché dans ce que j'ai parlé, parce que moi, j'étais aujourd'hui beaucoup plus du côté data science, donc l'analyse des données seulement. Parce que je n'ai pas voulu toucher un peu plus du côté prédiction, machine learning, parce que j'ai juste un peu essayé de donner un petit point de vue là-bas. Ce n'était pas d'ailleurs dans le site d'aujourd'hui, mais sinon, je suis content qu'ils puissent évoquer ça. Merci pour leur vraiment brillante intervention. Ok, merci beaucoup, cher orateur. Je pense qu'on a plus d'autres questions. Nous allons... Bon, je vois juste des partages. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais vous demander si vous êtes prêts de donner votre conclusion avant que nous ne puissions clôturer ce moment. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, comme Vous dites? je pense que je peux... Vous me demandez que je puisse conclure ou bien? Bon, oui, hein, s'il n'y a pas de questions, parce qu'on vient de me signaler que sur Tencent, il n'y a pas de questions, sur Zoom non plus. Je vois des messages entrer, mais ce sont plus des échanges. Alors bon, avant que vous ne puissiez conclure, je tiens à remercier tout le monde pour l'attention portée à cette session de formation, pour votre présence. Et nous invitons toutes les personnes de la communauté ou même des tierces personnes que vous connaissez qui peuvent nous apporter un plus, de pouvoir se manifester, de pouvoir contacter le comité directeur afin de pouvoir partager leur expertise avec la communauté, parce que nous apprenons partout. L'apprentissage ne se fait pas seulement en classe ou à l'université, mais partout, comme dans des sessions de formation comme ça, sur YouTube. Nous sommes
des éternels en devenir. L'homme est un éternel en devenir. Donc, apprenons, et cela chaque jour. Nous sommes appelés à apprendre. Donc, si vous avez quelque chose que vous maîtrisez et que vous voulez partager avec la communauté, comme on dit, la répétition, c'est la meilleure, c'est la mère de la science. Donc, en partageant, vous maîtrisez encore davantage ce que vous connaissez. Donc, c'est un appel à tout le monde de bien vouloir vous enregistrer pour nous partager ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez. Question que nous puissions aussi apprendre. Et nous rappelons aussi que nous aurons 2 autres sessions de formation qui sont programmées pour le week-end prochain. Il s'agit du vendredi 10 novembre 2023. Nous aurons une formation gratuite sur la conception des affiches et curriculum vitae. Curriculum vitae qui sera donné par l'assistant Juguel Mbala, qui est le président. Donc, vous voyez que même le président est impliqué, quoi. Il veut nous donner vraiment de la connaissance. C'est très bien. J'apprécie beaucoup. Je salue cette initiative. Donc, c'est toujours bien d'apprendre. Donc, voilà, il y aura une formation dans la conception des affiches des mariages, anniversaires, graduations. Au lieu de toujours être là à payer de l'argent pour qu'on vous fasse des affiches et tout ça, il faut aussi apprendre, quoi, pour les faire aux besoins vite fait. Voilà. Et dimanche 12 novembre 2023, nous aurons une autre session de formation qui sera sur la correspondance administrative. C'est aussi un sujet très important, donc nous vous appelons tous à participer. Et ça sera de 19h30. Déjà vendredi, j'ai oublié de mentionner l'heure, ça sera à partir de 20h juste, heure de Beijing. Donc, notez cela, mettez cela dans votre agenda, invitez des proches parce que ça leur sera aussi très utile. Et dimanche, ça sera à partir de 19h30 jusqu'à 21h30. Vous êtes les bienvenus. Ça sera toutes les 2 sessions de formation se passeront sur Zoom. Et ceux qui n'ont pas Zoom pourront toujours participer à travers Tencent, comme aujourd'hui. Alors, je vous donne la parole, Monsieur Albert, pour conclure votre formation. Merci beaucoup pour la parole. Et je tiens à remercier d'abord le comité national des CCFC pour cette occasion m'accorder. Je vous remercie aussi, Madame la modératrice, pour votre présentation de la modération. Je remercie l'assistance ici présente qui est venue pour ces partages. Ça ne veut pas dire que moi, je suis super homme dans ça. C'est juste que je voulais juste qu'on discute. Il y a peut-être ceux qui sont venus ici, qui sont plus que moi d'ailleurs. Je pense, moi, j'ai pris seulement le courage de pouvoir dire qu'il y a Python, il y a tout ça. Alors, c'est que peut-être dans 2 ou 3 secondes, je peux dire, comme synthèse ici, que les données sont au centre de toutes les sciences. Alors, lorsqu'elles sont nombreuses, elles ont besoin d'être analysées, tout ça. Et aujourd'hui, la science des données, c'est une science qui permet de pouvoir le faire à travers le langage Python, qui est un langage très puissant parce que c'est un langage qui ne s'arrête pas seulement à l'analyse des données, mais il part plus loin pour l'intelligence artificielle aussi et les applications du machine learning. Voilà donc ce que on a vu ce soir. Et on a vu l'outil d'analyse des données qui est Pandas avec ses différentes fonctions. Peut-être si vous pouvez aller ici, on a montré ici à titre d'exemple. Vous voyez, donc on le faisait à la hâte. Mais sinon, peut-être si de vous-même, vous allez pouvoir les exploiter, vous verrez que ce sont des outils très puissants. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Et je remercie les intervenants, docteur Yann. Je remercie aussi assistant Eddy. Je remercie docteur Roger pour leur intervention des tailles en tout cas. Je vous remercie et ces discussions m'ont beaucoup permis de comprendre aussi d'autres choses. Je vous remercie en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Albert, pour votre humilité scientifique,
pour tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Alors, je vais demander au comité directeur, un des membres du comité directeur de se préparer pour le mot de clôture. Mais avant cela, je voudrais juste inviter tout le monde à pouvoir être des membres actifs et non passifs de la communauté. Ça veut dire de contribuer avec nos cotisations mensuelles parce que la communauté a le souci de mieux faire. Mais comme nous le savons tous, ces plateformes sont payantes. Alors, si notre caisse n'est pas consistante, nous ne saurons pas à l'avenir profiter de ces moments parce que je sais que ce soir, chacun a pu tirer quelque chose, que ce moment a été très enrichissant pour tout un chacun de nous. Donc, en tout cas, tâchons de soutenir notre communauté, de soutenir de telles initiatives parce que nous sommes ici en Chine pour étudier, pour apprendre. Et si nous pouvons approfondir, si nous pouvons, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs à travers ces genres d'initiatives, c'est vraiment quelque chose à encourager. Donc, nous vous prions de... La cotisation, je pense qu'elle est de 10 yuan seulement. 10 yuan seulement par mois. Donc, contribuons par nos cotisations mensuelles et nos dons pour que la communauté aille de l'avant. Alors, je vais laisser la place à un membre du comité directeur pour le mot de clôture et pour finir avec ce temps. En même temps, je vous dis déjà au revoir et je vous souhaite une très belle nuit. C'était un plaisir de partager ces instants avec vous. À la prochaine. Donc, un membre du comité directeur peut prendre la parole pour clore ces instants. Merci. Allô, vous m'entendez? Oui, nous vous recevons. Le VP qui devait prendre la parole s'esquisse. Je ne sais pas, il est probablement occupé par d'autres occupations académiques. Alors, s'il vous Alors, plaît. Alors, il est sur Tencent. il est là? OK. Vous pouvez aller, VP. D'accord. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé à cette conférence. Peut-être que je n'ai pas participé, que j'ai suivi du début à la fin. Et j'encourage encore tous ceux qui ont la conférence aussi pareil, qu'ils puissent passer aux autres demander qu'on puisse organiser aussi de pareilles conférences. Comme nous le savons, le langage Python aujourd'hui pour le monde de l'intelligence artificielle, comme nous sommes très contents d'utiliser le chat GPT c'est très pertinent pour tous ceux qui sont en train de faire les sciences, pas seulement ceux qui font l'information, mais tous. Et par exemple, pour les gens qui sont en train de faire l'électricité, moi, je n'utilise pas trop Python, moi, je suis plus dans MATLAB, mais étant donné que j'utilise aussi l'intelligence artificielle pour ce qu'on appelle les éléments de réponse. Et pour plus tard, les smart grids, c'est très important. Alors, je vais encourager et tous ceux qui ont organisé cette conférence, tous ceux qui ont contribué, qu'ils puissent demander et nous allons organiser cela pour eux. Reste dans l'attention, mais bonne nuit à tous, à la prochaine. Merci, bonne nuit à tous. Merci beaucoup, merci.